Un PDG millionnaire solitaire laisse son coffre-fort ouvert pour mettre sa femme de chambre à l'épreuve. Que fit-elle ensuite? Quelqu'un l'a-t-il laissé ouvert? Chuchota Claire, les mots à peine audibles, figés dans l'embrasure de la porte du bureau. Le manoir Ashworth était silencieux ce matin-là, encore enveloppé par le silence de l'aube. Une pâle lumière du soleil filtrait à travers les hautes fenêtres, projetant de longues ombres sur le sol de marbre étincelant. Un imposant lustre était suspendu au-dessus, scintillant faiblement, et le tic-tac rythmé d'une horloge de parquet centenaire résonnait dans le silence. Tout était immobile, sauf le coffre-fort ouvert. Le coffre-fort se trouvait de l'autre côté de la pièce, sa porte d'acier grande ouverte. À l'intérieur, des liasses de billets de $100 étaient soigneusement empilées à côté d'écrins de velours remplis de diamants, de bracelets en or et de documents juridiques scellés. Tout semblait délibéré, exposé comme un décor de tentation. Caché juste au-delà du couloir, sous l'arche ombragée, se tenait Alexander Ashworth. Tom Ashworth. À 33 ans, il était déjà une légende, impitoyable en affaires, isolé dans la vie. Son nom était synonyme de contrôle, de richesse, de pouvoir, de structure. Il ne faisait confiance qu'à cela. L'amour l'avait trahi. Ses amis l'avaient manipulé, et ceux qui lui avaient juré fidélité l'avaient volé dans son dos. La seule chose sur laquelle Alexander comptait vraiment désormais, c'était l'observation. Et ce qu'il observait ce matin-là lui dirait tout. Elle était pile à l'heure. Claire Williams, 27 ans, entra dans le bureau à 8h42 précise. Elle était mince, ses cheveux blonds attachés en un chignon bas, vêtue d'un simple uniforme gris à bordure blanche. Elle marchait avec une précision experte, toujours respectueuse, toujours silencieuse. Elle travaillait pour lui depuis un peu plus de 2 mois. Durant cette période, elle n'avait jamais rien demandé, jamais outrepassé ses obligations, et ne l'avait jamais regardé dans les yeux plus longtemps que de raison. Mais quelque chose en elle persistait dans son esprit. Quelque chose à propos de sa tristesse silencieuse, et de ce poids invisible qu'elle semblait porter, toujours avec dignité. Il devait savoir, était-ce réel? Claire entra dans la pièce, un chiffon à la main, mais s'immobilisa net en remarquant le coffre-fort ouvert. Son souffle se coupa. Son regard se porta vers le couloir. Personne. Le pouls d'Alexander s'accéléra. Elle avança lentement, prudemment. Son regard s'attarda sur le contenu, mais sans avidité, ni confusion. Sa main se resserra légèrement autour du chiffon à épousseter. Puis, sans un mot, elle se dirigea vers le coffre, non pas pour toucher l'argent, mais pour essuyer délicatement le bord de la porte. Elle nettoya à petits gestes lents et respectueux, sans jamais toucher le contenu, sans jamais jeter un coup d'œil par-dessus son épaule. Alexander se pencha plus près, observant chaque mouvement. Soudain, quelque chose d'inattendu se produisit. Claire fouilla dans la poche de son tablier et en sortit une petite photo pliée. Elle la fixa un instant. Son expression s'adoucit. La douleur traversa son visage, puis disparut dans le calme. Elle regarda à nouveau autour d'elle pour s'assurer qu'elle était seule, puis déposa discrètement la photo sur le bord du coffre, juste à côté des liasses de billets. Elle murmura quelque chose. Alexander tendit l'oreille, mais ne put distinguer les mots. Sa voix n'était guère plus qu'un souffle. Puis, doucement, elle souleva la photo, la serra contre ses lèvres et la remit dans sa poche. Elle referma la porte du coffre. Sans hésitation. Sans un regard. L'instant passa. Claire continua son chemin, époussetant la bibliothèque, le bureau, le fauteuil près de la cheminée. Comme si le coffre ouvert n'avait jamais existé. Alexandre resta immobile dans l'ombre, stupéfait. Il s'était attendu à de la peur ou peut-être à une tentation, au moins à une lueur d'intérêt, mais ce qu'il vit était bien plus désarmant, de la retenue, de la grâce, une dignité sacrée qu'aucune richesse ne pouvait atteindre. Longtemps après son départ, il resta planté devant le coffre désormais fermé. Puis il se dirigea vers le centre de la pièce et l'ouvrit lui-même. L'argent était intact. Les bijoux étaient là où il les avait laissés, mais il ne cessait de penser à la photo, au murmure, à la façon dont elle avait traité le contenu du coffre, non pas comme une tentation, mais comme quelque chose d'indigne de son attention. Il ne s'agissait plus de l'épreuve. Il s'agissait d'elle. Alexandre s'assit dans le fauteuil en cuir derrière le bureau, son reflet à peine visible sur la surface polie. Il desserra sa cravate et fixa ses mains. Pendant des années, ils avaient bâti des empires, signé des contrats, rompu des partenariats. Mais ce matin-là,
il avait vu quelque chose qui l'avait bouleversé plus profondément que n'importe quelle trahison professionnelle. Il avait vu quelqu'un choisir l'honneur plutôt que le désespoir, et cela avait tout changé. Alexandre était assis seul dans son bureau privé, la lumière de son écran projetant des ombres pâles sur ses traits ciselés. La maison était redevenue silencieuse, ce silence auquel il s'était habitué, un silence qui résonnait plus qu'il ne réconfortait. Mais ce soir-là, le silence était différent. Il palpitait de curiosité, d'une étrange douleur qu'il ne parvenait pas à chasser. Il cliqua sur la souris et afficha les images de surveillance de ce matin-là. Personne d'autre n'avait accès à ces fichiers. Personne d'autre ne savait même que la caméra cachée existait dans la moulure sculptée au-dessus de la bibliothèque du bureau. Elle avait été installée des années auparavant. Une autre couche de contrôle, de certitude, de preuve contre la trahison. La vidéo commença. Claire entra dans le champ, aussi précise que d'habitude, la posture droite, les gestes efficaces. Puis elle aperçut le coffre-fort. Il se pencha en avant. Elle marqua une pause, regarda autour d'elle, l'expression indéchiffrable, mais ses yeux doux et tristes, racontaient une histoire plus profonde. Alexandre l'avait vue en direct, mais ralentissant, il en remarqua davantage. Il mit la vidéo sur pause au moment où elle plaça la photo à côté des liasses de billets. Il zooma. L'image était floue, pixelisée, mais suffisamment nette pour distinguer 3 silhouettes. Claire, plus jeune, mais toujours reconnaissable, agenouillée près de 2 fillettes, des jumelles de 6 ou 7 ans peut-être, qui arboraient de larges sourires insouciants. Derrière elle, calée par des oreillers, se tenait une femme plus âgée, la tête couverte d'un foulard. Son sourire était fatigué, fragile. Alexandre la fixa. Il prit son téléphone et appela son enquêteur le plus discret. Il donna un nom, Claire Williams. Pas d'exposition publique, dit-il. Dites-moi juste qui elle est. Le rapport arriva moins de 2 jours plus tard. Claire Elizabeth Williams, ancienne institutrice, veuve à 25 ans. Son mari, Daniel, était décédé dans un accident de chantier, la laissant seule avec ses jumelles, Lily et Grace. Sa mère, Eleanor, avait reçu un diagnostic de lymphome de stade 4. Peu après, Claire avait quitté l'enseignement et accepté tous les emplois possibles, femme de ménage, serveuse, garde de nuit dans des épiceries pour joindre les deux bouts. Pas de casier judiciaire, pas de procès, pas de dette, juste la survie. Alexandre avait lu le rapport 3 fois. Chaque mot lui pesait plus lourd que le précédent. Il repensait à la façon dont elle se déplaçait dans sa maison, silencieuse, invisible et pourtant méticuleuse. Elle ne s'attardait jamais dans des pièces qui ne lui appartenaient pas. Elle ne l'interrompait jamais. Elle ne le regardait jamais plus longtemps que nécessaire. Mais maintenant, sachant ce qu'elle portait, chaque regard lui semblait plus lourd, chaque instant de silence sacré. Il se souvenait d'être passé devant la cuisine un matin et d'avoir vu Claire enfiler une aiguille avec des doigts prudents. Il s'était arrêté, curieux. Elle était en train de réparer une manche déchirée de la veste du cuisinier. Il se souvenait du jour où une de ses montres de luxe était tombée dans l'allée du jardin. Il avait plu cette nuit-là. Le lendemain matin, la montre était réapparue. Propre, intacte, soigneusement posée sur sa commode. Aucun mot, aucun crédit n'avait été réclamé. Elle n'en avait jamais parlé. Et maintenant, il savait pourquoi. Elle survivait, mais ne mendiait pas. Elle se noyait, et pourtant, malgré tout, elle était encore gracieuse, digne. Ce soir-là, Alexandre se tenait près de la fenêtre de son bureau, les lumières de la ville s'étendant à perte de vue derrière la vitre. Il fixait l'horizon, son esprit n'étant plus aux réunions du conseil d'administration ni aux résultats trimestriels. Il pensait à une femme qui n'avait jamais demandé d'aide, et à une photo placée à côté de millions de personnes comme si elle comptait plus que tout au monde. Il ne la plaignait pas. Il l'admirait, et pour la première fois depuis des années, Alexandre Ashworth sentit quelque chose l'agiter, quelque chose qui l'effrayait et l'incitait à la fois, un besoin de comprendre, un besoin de se rapprocher. La pluie murmurait sans cesse contre les hautes fenêtres cintrées de la résidence Ashworth. C'était le genre d'après-midi froid et gris qui semblait ralentir le temps. Le tonnerre grondait faiblement au loin, et l'odeur de la terre mouillée et de la lavande lointaine du jardin emplissait l'air. Alexandre était assis seul dans la grande bibliothèque, le feu crépitant doucement dans l'âtre. Il avait pris sa décision le matin même, mais hésitait à présent, faisant tournoyer le scotch intact dans son verre, la mâchoire serrée. Puis on frappa doucement. Il ne répondit pas immédiatement.
Lorsqu'il le fit, sa voix était basse. Entrez. Claire entra, les cheveux légèrement humides de pluie, son uniforme impeccable comme toujours. Elle le regarda avec une attente silencieuse. Ni peur, ni déférence, juste une impatience. Je t'ai invité ici, commença Alexandre en se levant lentement. Parce que j'ai quelque chose à dire. Claire ne dit rien. Il se dirigea vers la fenêtre, regardant la pluie couler sur la vitre comme des larmes qui coulent lentement. Ce matin-là, dans le bureau, le coffre-fort. Ce n'était pas un accident. L'expression de Claire ne changea pas, mais ses mains se joignirent plus étroitement devant elle. Je l'ai laissée ouverte exprès pour voir ce que tu ferais. La pièce s'emplit du bruit de la pluie et du tic-tac de l'horloge antique sur la cheminée. Claire baissa les yeux fixés sur le tapis. J'avais besoin de savoir si je pouvais te faire confiance, dit-il. J'ai déjà été trahi, à maintes reprises, par des gens qui me souriaient chaque jour. Claire resta silencieuse, et lorsqu'elle parla enfin, sa voix était ferme. J'ignorais qu'être honnête était une épreuve pour moi. Alexander tressaillit comme si ces mots le frappaient. Elle soutint son regard, inébranlable. Tu ne me connais pas, mais je ne suis pas ton passé. Il prit une grande inspiration et s'assit lentement, posant le verre sur la table à côté de lui. Mon ex-femme m'a quitté après 5 ans, m'emportant une petite fortune et la moitié de ma santé mentale. Mon assistante la plus fidèle a détourné les fonds de l'entreprise pendant plus d'1 an. Je ne l'avais pas vu venir. Je leur faisais confiance à tous les deux. Sa voix se brisa légèrement. Après cela, je ne crus plus que la confiance était un handicap. Les traits de Claire s'adoucirent. Non pas de la pitié, mais de la compréhension. Je ne voulais pas te punir pour ce que les autres ont fait. Je ne savais juste pas comment me protéger, dit-il doucement. Un silence régna. Aucun d'eux ne se précipita vers Phil. Dehors, le vent se leva, faisant bruisser les arbres comme une confession murmurée. Puis Claire s'avança. Pas trop près, mais suffisamment près. Je n'ai jamais demandé ta confiance, dit-elle. J'ai juste fait mon travail et je le ferai de la même manière, qu'on me regarde ou non. Alexander la regarda, vraiment. Son visage était pâle mais calme. Ses cheveux blonds lui collaient légèrement à la joue à cause de la pluie. Ses yeux exprimaient des histoires, de la douleur, de la résilience, et autre chose. La grâce. Il hocha légèrement la tête. C'est ce qui m'effrayait. Je pense que ce genre d'intégrité. C'est rare, presque menaçant. Claire pencha légèrement la tête, sans vraiment sourire. Au lieu de tester les gens, vous devriez peut-être essayer de croire en eux. Elle se retourna pour partir, mais s'arrêta à la porte. Et peut-être, monsieur Ashworth, cessez d'avoir si peur d'être humain. Ce soir-là, alors qu'Alexander rentrait d'une brève réunion, son manteau dégoulinant de pluie sur le sol en marbre, il trouva quelque chose qui le fit s'arrêter. Sur l'îlot central de la cuisine se trouvait une serviette pliée. À côté, une tasse fumante de thé au gingembre. Un petit post-it écrit d'une écriture simple et soignée, à boire tant qu'il est chaud. Séchez-vous avant d'attraper froid. Alexander le fixa longuement. Personne n'avait fait une chose pareille pour lui depuis des années. Ni son ex-femme, ni son équipe, personne. Il prit la tasse, lentement, la porta à ses lèvres et, pour la première fois depuis des années, la chaleur ne lui effleura pas seulement la gorge. Elle atteignit son cœur. L'enveloppe arriva un jeudi matin, glissée sous la porte de Claire comme un murmure silencieux. Elle était de couleur crème, épaisse, et ne portait pas d'adresse de retour, seulement son nom, écrit d'une écriture qu'elle reconnut instantanément. Audacieuse, mesurée, Alexander Ashworth. Elle la fixa un instant, hésitante. Son cœur battait fort dans sa poitrine. Elle venait de finir de donner le petit déjeuner aux jumelles et préparer les médicaments de sa mère. C'était une matinée chaotique comme toutes les autres, mais cette enveloppe la calma. D'un doigt prudent, elle l'ouvrit. À l'intérieur, il n'y avait ni billet de banque, ni lettre d'excuse, ni formalité, juste 3 feuilles de papier. La première était une lettre de la St. Gregorius Academy, une prestigieuse école privée de la ville. Elle confirmait 2 bourses d'études complètes pour Ava et Sophie Williams. Les frais de scolarité, les uniformes, les repas et les activités extrascolaires étaient entièrement pris en charge pour les 10 prochaines années. La deuxième était un accord de transfert médical. Sa mère, Hélène,
serait transféré de l'établissement public sous-financé vers un centre privé de traitement du cancer de premier plan. Les documents étaient complets, signés et n'attendaient que le consentement final de Claire. La troisième était une note, d'une seule phrase. Ceci n'est pas de la charité. C'est une dette que j'ai envers quelqu'un de bien. Claire la relut encore et encore. Ses doigts tremblaient en déposant les documents. Ses genoux cédèrent et elle s'affala lentement sur la chaise la plus proche. Les larmes coulèrent avant qu'elle puisse les retenir. Non pas à cause des bourses ou de la revalorisation médicale, mais parce que quelqu'un, pour la première fois depuis très longtemps, vit ses difficultés et répondit, non pas avec pitié, ni avec des conditions, mais avec respect. Il l'avait observé, jugé, certes, mais il avait aussi vu que jamais, durant toutes ces années, personne n'était intervenu sans qu'elle le demande, sans la rabaisser. Et voilà que ce geste silencieux disait, « Je te vois ». Sa mère l'appela doucement de la pièce voisine. Claire s'essuya le visage, se leva et s'avança pour l'aider, forte comme toujours. Mais les larmes ne cessèrent pas de couler. Sauf que maintenant, elles n'étaient pas nées du désespoir. Elles étaient nées de la libération. Plus tard dans la journée, elle appela le numéro figurant au bas du document de transfert. La femme au bout du fil était gentille, chaleureuse. « Oui, mademoiselle Williams, dit-elle. Monsieur Ashworth nous a dit de nous tenir prêts. Votre mère peut être transférée dès demain. » Claire raccrocha et resta assise en silence. Pendant un long moment, elle se contenta de tenir l'enveloppe sur ses genoux. Elle pensa à la bibliothèque. La façon dont il l'avait regardée, non pas comme un serviteur, mais comme une personne, la façon dont sa voix tremblait lorsqu'il évoquait la trahison et la solitude, le thé laissé sur le comptoir, la confiance, hésitante mais réelle, qui commençait à grandir. Ce soir-là, Claire se tenait près du lit de sa fille pendant leur sommeil, repoussant une mèche de cheveux du front d'Ava. Le document de bourse était toujours sur la table de la cuisine, le sceau de Saint-Grégoire illuminant la lumière de la fenêtre. Elle avait imaginé ce moment tant de fois. L'arrivée des secours, un miracle, mais jamais comme celui-ci. Ni silencieux, ni muet, ni enveloppé d'une telle grâce. Et pourtant, une voix intérieure murmurait le doute. Pourquoi ? Pourquoi un homme comme Alexander Ashworth irait-il jusqu'à de telles extrémités ? Mais elle se souvint alors de son regard lorsqu'il parlait de son passé, des murs qu'il avait construits, du silence dans lequel il avait vécu, et de la façon dont il l'avait peu à peu laissé entrer. Le lendemain matin, elle entra dans la résidence Ashworth à 7h02 précise, comme toujours. Sa posture était droite, son uniforme serré, mais son expression exprimait quelque chose de nouveau. La détermination. Elle ne parla pas de l'enveloppe. Lui non plus. Mais en le croisant dans le couloir en direction de la cuisine, elle marqua un bref instant d'arrêt et dit « Merci de m'avoir reçu ». Alexander hocha la tête à voix basse. Il était temps. Et à cet instant, quelque chose changea. Ni bruyant, ni dramatique, mais assuré. Il n'était plus employeur et employé. C'étaient deux personnes qui avaient survécu à la perte, qui connaissaient le poids du silence et qui, d'une manière ou d'une autre, avaient commencé à se comprendre. Sans fanfare, sans prétention, juste deux âmes se rencontrant à mi-chemin. Le bureau du 5e étage d'Ashworth Enterprises ne ressemblait à aucun autre. Pas de marbre, pas d'équipement high-tech, pas de rangée d'assistants en costume sur mesure. À la place, il était rempli de dessins d'enfants, de piles de dossiers étiquetés avec nom et date, et d'étagères de livres sur les traumatismes infantiles, l'éducation et le travail associatif. C'était le nouveau département qu'Alexander créait discrètement depuis des mois, la Fondation Ashworth, un projet qui lui tenait à cœur, mais toujours mis de côté, inachevé, jusqu'à Claire. Il l'invita à entrer un après-midi, alors que la pluie commençait à la tapoter doucement contre les vitres. Elle se tenait sur le seuil, hésitante, s'essuyant les mains sur le tablier qu'elle portait encore. « C'est à toi si tu le veux », dit Alexander en désignant le bureau. « Je veux élargir notre action, soutenir les mères célibataires, aider leurs enfants à poursuivre leurs études, leur fournir un logement, un accompagnement psychologique, mais j'ai besoin de quelqu'un qui comprenne ce que cela signifie vraiment, quelqu'un qui l'a vécu. » Les yeux de Claire s'écarquillèrent. « Moi ?» Il hocha la tête. « Tu n'es pas seulement bonne. Tu es capable. Tu as vu les deux côtés de la médaille. Et pourtant, tu tiens toujours debout. » Elle entra lentement, les doigts effleurant le bord du bureau. « Tu me fais confiance pour tout ça ?» Alexander la regarda, le regard fixe. « Je l'ai déjà fait. »
Alors ils commencèrent à travailler côte à côte. Au début, c'était gênant. Courriel formel, courte réunion, déjeuner tranquille. Mais au fil des semaines, le rythme s'est instauré. Ils ont échangé des idées autour d'un café, étudié des propositions tard dans la soirée. Et durant ces longues heures, leurs conversations sont devenues personnelles. Claire a parlé de ses filles, de la passion d'Ava pour la peinture et du désir de Sophie de devenir infirmière. Elle a évoqué leurs histoires du soir, leurs rêves, leurs interrogations sur le monde. Alexander a écouté. Il a également partagé des bribes de son passé, racontant comment le succès avait été comme une armure le protégeant du vide laissé par la trahison. Comment il avait appris que la solitude n'était pas synonyme de sécurité. Un après-midi, alors qu'ils examinaient la logistique d'un nouveau programme de mentorat, Claire leva les yeux du tableur et dit doucement, « Chaque matin, je dis la même chose à mes filles. Nous faisons ce qui est juste. Ni pour des récompenses, ni pour des applaudissements, mais parce que c'est ce que nous sommes. » Alexander resta silencieux au début. Puis il tendit la main et la posa doucement sur son épaule. Son contact fut bref et respectueux, mais son regard exprimait quelque chose de plus profond, de l'admiration, du respect, et quelque chose qui commençait à éclore au-delà de tout cela. Des semaines plus tard, il la conduisit, elle et les filles, rendre visite à sa mère au nouveau centre de traitement. C'était un petit geste, mais il signifiait tout. Les jumelles riaient sur la banquette arrière, tenant des cupcakes qu'elles avaient préparés pour grand-mère Hélène. À l'hôpital, Claire prépara la sonde d'alimentation, debout près du lavabo, mélangeant le lait maternisé avec une attention experte. Sa mère, pâle mais lucide, se redressa lentement en voyant Alexander. « C'est toi qui l'as aidé, dit-elle d'une voix rauque. Alexander s'avança, surpris. « Je venais d'ouvrir une porte. » Elle le traversa. Hélène lui prit la main. Sa prise était faible, mais certaine. Elle avait toujours été forte. Trop forte. Parfois, les gens forts oublient qu'ils ont le droit d'être heureux, eux aussi. Alexander déglutit difficilement. Il regarda vers la cuisine où Claire se tenait, le dos tourné, les épaules légèrement tremblantes. Hélène continua, la voix tremblante. Avant de partir, je veux juste savoir qu'elle ne portera plus tout ça toute seule. Elle mérite de se reposer, de sourire. Alexander se pencha, serra la main de la femme âgée dans les siennes et murmura, elle le fera. Elle sera entourée de gens qui l'aiment sincèrement, et vous le verrez. De retour dans la cuisine, Claire s'essuya les joues, se ressaisissant rapidement avant de se retourner. Ils restèrent à l'hôpital pendant des heures. Claire lisait à sa mère pendant que les filles faisaient la sieste à côté d'elle. Alexander, assis dans un coin, observait la scène. 3 générations de force et d'amour. En regardant Claire, baignée par la douce lueur de la lampe, une pensée s'installa dans sa poitrine, telle une vérité. Il ne l'aidait plus. Il se tenait à ses côtés. Tout commença par un titre en première page d'un tabloïd sur papier glacé. L'ascension de la femme de chambre blonde au cœur du conte de fées du milliardaire. Une photo de Claire, les cheveux tirés en arrière, aux côtés d'Alexander lors d'une soirée caritative, était imprimée dans des couleurs vives et impitoyables. En dessous, le sous-titre hurlait, « Le PDG impitoyable a-t-il finalement fondu, ou s'agit-il simplement d'un nouveau coup de pub ?» Claire fixa l'article, stupéfaite. Ses mains tremblaient en tournant la page pour découvrir d'autres photos d'elle quittant la succession d'Alexander. On les voit marcher aux côtés de ses filles, et une autre, bien visible, la main d'Alexandre posée délicatement sur son dos. Puis vinrent les accusations. Des sources anonymes citent des passages comme « Elle savait exactement ce qu'elle faisait. Elle a joué sur le long terme. » L'article suggérait qu'elle utilisait ses enfants et son passé pour gagner de la sympathie, de l'influence, et peut-être même une part de la fortune des Ashworth. Ce matin-là, le téléphone de Claire vibra sans arrêt. SMS, appels manqués, les ragots se répandirent à une vitesse fulgurante. Au bureau de l'association, ses collègues se mirent à murmurer à voix basse lorsqu'elle entra. L'air autour d'elle devint froid, chargé de jugement. Dans l'après-midi, sa mère avait lu l'article. Sa voix, faible au téléphone, tremblait. « Claire, est-ce que tout cela est vrai ?» Ses filles rentrèrent de l'école, perplexes. « Maman, pourquoi les gens disent-ils que tu es célèbre ?» Les murs que Claire avait tant travaillé à reconstruire commencèrent à s'effondrer. Elle cessa de répondre aux messages d'Alexander, déclina ses appels. Elle n'alla pas travailler. Elle se retira, silencieuse,
le cœur brisé, non par honte, mais parce qu'elle lui avait fait confiance. Et maintenant, le monde ne la prenait plus qu'une histoire, un symbole de scandale et de manipulation. Alexander était furieux, non pas de son silence, mais de lui-même. Il avait été imprudent, indifférent à la visibilité de leur partenariat. Il ne l'avait pas protégé du monde qu'il connaissait trop bien. Pire encore, il l'avait fait se sentir comme un pion dans une histoire qu'il n'avait jamais eu l'intention d'écrire. Il se rendit à son appartement le lendemain soir. La pluie cinglait le pare-brise comme si le ciel reflétait sa culpabilité. Lorsqu'elle entr'ouvrit la porte, son visage était pâle et ses yeux rouges. « Claire, commença-t-il, tu dois me croire. Je n'ai rien divulgué. Je n'ai pas sollicité ça. » Elle n'a rien dit. « Je ne t'ai jamais vu comme une stratégie. » Il poursuivit, « Tout ce que j'ai fait, chaque offre, chaque mot, ça venait de moi. Pas de ma salle de réunion, pas de mon image. Toi et ta famille n'avez jamais fait partie d'un plan. » La voix de Claire était à peine plus qu'un murmure. « Mais je n'étais pas censé être dans ton monde, n'est-ce pas ? » « Tu n'es pas dans mon monde, dit-il. Tu es mon monde maintenant. » Elle détourna le regard, clignant rapidement des yeux, comme si chaque mot la blessait physiquement. « Les gens me regardent comme si j'étais une blague. Mes filles, ma mère, elles sont jugées pour quelque chose que je n'ai pas fait. Je sais, dit-il. Et je déteste ne pas avoir arrêté. » Le silence entre eux s'éternisa. Il tendit la main, lentement, timidement, comme un homme s'approchant d'un oiseau blessé. Sa main effleura sa joue. Un instant, elle s'y pencha, mais tout aussi soudainement, elle recula. « Alexander, je ne peux pas faire ça maintenant. » Il hocha la tête, la gorge serrée. Il recula tandis qu'elle fermait doucement et silencieusement la porte. Cette nuit-là, Alexander était assis seul dans la pièce où il avait laissé un coffre-fort ouvert. Maintenant, il était verrouillé, mais son cœur se sentait aussi exposé que ce jour-là, l'observant dans l'ombre. Sauf que cette fois, il ne la testait pas. Il était en deuil. Il écrivit une lettre. « Claire, tu ne me dois rien, mais je te dois tout. Ma confiance, mes excuses, mon silence quand tu avais besoin de mots, et ma voix quand tu avais besoin de protection. Je n'ai jamais eu l'intention de te faire du mal. J'ai toujours voulu t'offrir la paix. Je ne te demanderai pas pardon, mais j'espère que ton cœur guérira. Et si un jour ce cœur s'ouvre à nouveau, je t'attendrai sans attente, seulement de l'amour. » Il plia la lettre et la glissa sous sa porte, puis s'éloigna. À l'intérieur, Claire se tenait immobile, le papier serré contre sa poitrine, non lu, mais déjà lourd de sens. Pour la première fois depuis le début de la tempête, elle se laissa pleurer, non pas d'humiliation, mais de la confusion douloureuse de l'espoir. Le couloir de l'hôpital était froid et silencieux, à l'exception du bip lointain des machines et du frottement occasionnel des baskets des infirmières contre le linoleum. Les plafonniers bourdonnaient faiblement, projetant une lueur stérile sur tout ce qu'ils touchaient. Claire était assise, affalée sur le banc en plastique dur à l'extérieur de l'aile pédiatrique, les mains serrées sur ses genoux, les jointures blanches, les jambes tremblantes. Sa fille Ava s'était effondrée à l'école ce matin-là. Forte fièvre, respiration difficile, confusion dans ses yeux qui se transforma rapidement en perte de connaissance. L'ambulance arriva trop vite, et pas assez vite. Les portes claquèrent. Les sirènes hurlèrent, et Claire avait à peine réussi à se contenir à l'arrière, tenant la main d'Ava tout le long du trajet jusqu'aux urgences. Elle n'avait pas appelé Alexander. Elle avait fixé son nom sur son téléphone pendant 10 longues minutes, le pouce sur l'écran, les larmes brouillant le texte. Puis, avec un souffle empreint de peur et de honte, elle verrouilla le téléphone et le fourra au fond de la poche de son manteau. C'était son enfant, sa crise, sa responsabilité. Il en avait déjà trop fait. Il avait déjà été suffisamment pris dans son chaos. Dans la chambre 24, Ava gisait silencieuse, son petit corps enchevêtré dans des perfusions et des moniteurs cardiaques. Toutes les 2 ou 3 minutes, elle gémissait dans son sommeil. Les médecins avaient dit qu'ils attendaient les résultats des analyses, que cela pouvait être viral, bactérien, ou pire. Claire avait hoché la tête, mais son esprit était un tourbillon de chiffres, de factures médicales, de prières restées sans réponse. Elle avait dit au médecin traitant qu'elle trouverait un moyen de payer l'antibiothérapie spécialisée dont Ava pourrait avoir besoin. Mais en vérité, elle n'en avait aucun moyen. Pas cette fois. Puis la porte au fond du couloir s'ouvrit. Des pas résonnèrent, mesurés, fermes, familiers.
Claire leva les yeux et son souffle se coupa au milieu de ses pensées. Alexandre. Il se tenait droit dans l'embrasure de la porte, l'expression indéchiffrable, mais sa présence indéniable. Il ne parla pas immédiatement. Il marcha simplement vers elle. Chaque pas était empreint d'une urgence silencieuse qui la dépouillait de tous les murs qu'elle avait tenté d'ériger. Derrière lui marchait un homme en blouse blanche, vif, précis, portant une mallette en cuir. Claire le reconnut grâce à une photo dans le bureau d'Alexander. Le docteur Henri Matson, son médecin traitant, celui qui avait soigné la sœur d'Alexander pendant son long combat contre la leucémie. Claire se leva, la voix nouée. « Comment ? » « J'ai entendu. » demanda Alexandre doucement, les yeux rivés sur les siens. « Votre voisin a appelé la résidence, dit-elle. Vous êtes parti paniquer et vous n'êtes pas revenu. » Claire essaya de parler, mais tout ce qu'elle put échapper fut un souffle étranglé. Sa fierté s'empara d'un dernier rempart, mais son cœur, las et effrayé, le reprit. Alexander se tourna vers le docteur Matson. « Chambre 204. Faites ce que vous avez à faire. » Le médecin hocha la tête et entra dans la pièce sans un mot. Le sang-froid de Claire s'effrita. Les larmes coulèrent rapidement et sans pitié. Elle ne chercha pas à les cacher cette fois. Ses genoux fléchirent légèrement, mais avant qu'elle ne puisse tomber, Alexander était là. Il l'entoura de ses bras, ferme, stable, inébranlable, et la serra contre lui. Elle enfouit son visage dans son manteau, les sanglots la secouant de tout son corps. « Je ne savais pas quoi faire, » murmura-t-elle, la voix étouffée par l'émotion. « Je n'avais pas peur de la maladie. J'avais peur d'avoir besoin de quelqu'un. » Alexander baissa le menton dans ses cheveux, s'y reposant, savourant l'instant présent. « Tu m'as appris à reconnaître l'honnêteté quand personne ne regarde. Laisse-moi te montrer à quoi ça ressemble de rester quand ça compte le plus. » Claire se recula légèrement, suffisamment pour le regarder à travers ses cils striés de larmes. « Je ne veux pas être ton projet. Je ne veux pas être secouru. »« Tu ne le es pas, dit-il. Tu es quelqu'un que je choisis de soutenir à chaque pas. » Quelques minutes plus tard, le docteur Matson revint. « L'infection est sous contrôle. Nous avons commencé le traitement. Elle ira bien. » Claire expira un souffle retenu pendant des heures. Elle se précipita dans la pièce, embrassa le front chaud d'Ava et murmura des promesses de crêpes et de dessins animés à leur retour. Alexander resta sur le seuil, les observant la force pure et inébranlable de l'amour. Et à cet instant, il sut avec une certitude absolue. Il n'était pas là par sentiment de responsabilité. Il était là parce qu'il ne savait plus comment être ailleurs. Un an s'était écoulé, mais le bureau était resté inchangé. Le lustre projetait toujours de chaleureux halos sur le sol en marbre. L'horloge ancienne continuait de tic-tac à son rythme régulier, et le bureau sûr, élégant. Lourd et silencieux, il se tenait exactement là où il était ce matin-là, bien avant. Mais cette fois, il était fermé. Claire entra lentement dans la pièce, la main dans celle d'Alexander. Elle portait une robe bleu marine et ses cheveux blonds étaient détachés sur ses épaules. Son regard parcourut l'espace familier, puis se posa sur le coffre-fort, les sourcils légèrement haussés. Alexander lui lança un petit sourire. « Te souviens-tu de ce qui s'est passé ici ?» Elle acquiesça doucement. « Je m'en souviens. » Il la conduisit vers le bureau où un tiroir était légèrement entrouvert. Le même tiroir où il avait autrefois rangé ses documents les plus précieux, celui qu'il ne laissait jamais toucher. Il prit une inspiration et dit, « Ce jour-là, j'ai ouvert ce coffre-fort pour te tester. Je pensais être malin. Je pensais que la confiance était quelque chose qu'on devait gagner ou échouer. » Il s'approcha du coffre, puis tendit la main et toucha doucement la surface en acier. « Mais toi, tu n'as pas simplement réussi le test. Tu m'as appris ce que signifie croire à nouveau. » Claire écouta en silence, la gorge serrée. « J'ai gardé ce coffre-fort fermé depuis, » poursuivit-il. « Parce que j'ai enfin compris que certaines choses comme l'amour et la confiance ne doivent jamais être testées. Elles doivent être données. » Il se tourna vers le tiroir et en sortit un petit écrin de velours. Pas de fioritures, pas de théâtre, juste la vérité. En l'ouvrant, il découvrit une bague simple. Pas de diamant surdimensionné, pas de marque de créateur, juste un anneau élégant et épuré, délicatement torsadé d'argent et d'un petit saphir. Alexandre s'agenouilla, non pas par interprétation, mais par révérence. Il la regarda dans les yeux et dit doucement, « Claire Williams, tu es la seule personne qui m'ait jamais fait croire que je pouvais avoir quelque chose de réel,
non pas grâce à ce que tu m'as donné, mais à ce que tu ne m'as jamais pris. Tu m'as redonné la paix. Il jeta un nouveau coup d'œil au coffre-fort. Alors maintenant, je veux fermer ça pour toujours et ouvrir quelque chose de bien plus précieux. Il brandit la bague. Veux-tu ouvrir ton cœur comme tu m'as autrefois ouvert ta confiance? Veux-tu m'épouser? Les lèvres de Claire s'entr'ouvrirent, le souffle coupé. Des larmes lui brouillèrent la vue. Elle hocha lentement la tête, puis fermement. Oui, murmura-t-elle. Oui, Alexandre. Alors qu'il lui glissait la bague au doigt, deux petites voix hurlèrent de joie derrière la porte. Maman, demanda-t-il. Il demanda. Claire se retourna juste à temps pour surprendre ses deux filles qui entraient en trompe dans la pièce, les enlaçant, elle et Alexandre. Il rit, les serrant fort, une de chaque côté. Claire s'essuya les yeux, souriant à travers les larmes, le cœur incroyablement rempli. Le coffre-fort derrière elle resta fermé. Mais la pièce, autrefois chargée de suspicion et de solitude, résonnait désormais de rire, d'amour et d'un nouveau départ. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a rappelé que la confiance peut se reconstruire et que l'amour peut éclore même dans les endroits les plus inattendus, alors nous vous invitons à nous accompagner dans ce voyage.